Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 22 heures au sommaire de ce journal. Djibouti et l'Égypte renforcent leur coopération économique avec l'inauguration de la première succursale de la banque Misr à Djibouti. Également à la une, la conférence débat de l'Union africaine sur le développement durable du sport en Afrique s'est ouverte ce matin. Et puis à l'international, un fort tremblement de terre en Afghanistan a fait au moins 20 morts. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, s'est tenue ce matin à Ramous la cérémonie officielle d'inauguration de la banque Misr Djibouti, la première succursale de cette prestigieuse institution bancaire publique égyptienne dans la région. Une ouverture qui marque un nouvel élan sur la place financière nationale. Prenant la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a exprimé sa satisfaction face à cette nouvelle étape du partenariat économique entre Djibouti et l'Égypte. Il a souligné que l'ouverture de cette banque témoigne de la confiance des investisseurs étrangers dans la stabilité du pays et dans la vision économique du gouvernement. Le Premier ministre a également appelé à poursuivre la diversification du secteur financier et à faire de Djibouti un véritable hub bancaire régional au service du développement, de la croissance et de la coopération sud-sud. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, d'ambassadeurs accrédités, de partenaires techniques et financiers au développement, ainsi que des principaux acteurs du secteur bancaire et économique national. L'ambassadeur d'Égypte à Djibouti a salué l'ouverture de la Banque d'Égypte Djibouti qu'il décrit comme une étape majeure dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Il a souligné que cette implantation représente un nouveau portail de coopération financière et d'investissement destiné à soutenir les projets de développement, à dynamiser les échanges commerciaux et à favoriser l'inclusion financière. Selon lui, la présence de la Banque d'Égypte contribuera également à renforcer le secteur bancaire djiboutien grâce à l'échange d'expertise et à la modernisation des services financiers. De son côté, le président directeur général de la banque Misr Djibouti a affirmé que cette ouverture témoigne de l'engagement de la banque à accompagner la stratégie de l'État égyptien pour s'ouvrir davantage au marché africain. Il a précisé que la banque se veut un pôle financier stratégique pour l'Égypte en Afrique de l'Est, porteur des valeurs de leadership, d'innovation et de stabilité qui caractérisent l'institution depuis plus d'un siècle. Le PDG a également insisté sur le rôle de la banque comme acteur clé du commerce et de l'investissement entre Djibouti et le réseau international de la banque Misr. Et dans son allocution, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti a salué cet événement comme une preuve de la résilience et de l'attractivité de la place financière djiboutienne, fruit des réformes structurelles engagées ces dernières années. Nous l'écoutons. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture officielle de la Banque Misr à Djibouti. Un événement qui consacre une fois de plus le dynamisme de notre économie et la résilience de notre place bancaire, tout en marquant un symbole fort de la coopération économique entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, construit sur un partenariat stratégique et fraternel. L'implantation de la Banque Misr à Djibouti marque aujourd'hui une nouvelle ère dans les relations économiques entre nos deux nations. Ces projets s'inscrivent dans la continuité d'une amitié ancienne et d'une coopération fraternelle fondée sur la confiance, la solidarité et la vision partagée d'un développement durable et inclusif. Cette amitié et cette relation entre les deux nations sont périodiquement entretenues par les deux chefs d'État, comme le démontre la dernière visite du président, son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti le 23 avril dernier et la visite d'hier
de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh au Caire pour la célébration de l'ouverture du plus grand musée du monde. Djibouti et l'Égypte ne partagent pas seulement une histoire et une religion, mais également une position stratégique qui place les deux pays aux extrémités du canal de Suez et de la fameuse mer Rouge. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'ouverture de la Banque Al-Masr à Djibouti intervient dans un contexte international très perturbé et en profonde mutation. Depuis quelques années, le secteur bancaire mondial fait face à de nombreux défis structurels qui sont principalement le fait de la montée des incertitudes géopolitiques, les tensions inflationnistes et les hausses des matières premières, les hausses des intérêts et les variations des taux d'échange, les risques liés au changement climatique et la transition énergétique, ainsi que la transformation numérique accélérée des services financiers et le risque inhérent. Ces évolutions redéfinissent les équilibres économiques mondiaux et exigent des institutions financières de la résilience, de l'agilité et de l'innovation. Ces exigences, mesdames et messieurs, permettront aux banques de jouer un rôle déterminant pour soutenir la reprise économique post-pandémique dans les contextes actuels marqués par les conflits et tensions un peu partout dans le monde. Prenons la parole à son tour le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans son discours salué l'ouverture de cette nouvelle institution comme un signal fort de confiance dans l'avenir économique du pays. Je suis particulièrement honoré et heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle banque Masr de Djibouti. Je tiens à remercier sincèrement sa direction pour son invitation qui témoigne de l'importance d'un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les institutions financières de notre pays. L'ouverture d'une banque n'est jamais un acte anodin. C'est un signal fort, un signal de confiance dans l'avenir économique de notre pays. Et c'est aussi à l'image de l'excellence des relations amicales entre l'Égypte et la République de Djibouti. C'est un acte qui va bien au-delà de la simple implantation d'un siège. C'est un investissement dans les tissus économiques et sociaux locaux. Le gouvernement, sous l'égide du chef de l'État, est fermement convaincu de la nécessité de créer un système financier solide, innovant et responsable de notre pays. Les institutions bancaires sont les principaux partenaires de nos entrepreneurs, artisans, commerçants, petites et moyennes entreprises et de toutes les familles qui constituent le moteur de notre nation. Nous sommes convaincus que cette nouvelle banque, aux côtés des banques existantes, jouera un rôle déterminant. Financer l'innovation et le développement des entreprises locales en leur permettant d'investir, de recruter et de s'implanter sur de nouveaux marchés. Soutenir les transformations écologiques, numériques et énergétiques essentielles à notre compétitivité et à notre souveraineté. Garantir la réalisation des objectifs de vie de nos citoyens et notamment l'accès à la propriété, au crédit de consommation. Également dans l'actualité, le Premier ministre a reçu cet après-midi la directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. La rencontre était consacrée à la gestion migratoire et la situation des réfugiés dans la région de la Corne de l'Afrique. Cet échange s'inscrit dans la continuité du partenariat solide entre la République de Djibouti et l'OIM, à un moment où les crises humanitaires, climatiques et sociales accentuent la pression sur les communautés d'accueil, notamment à Obok, devenu un point névralgique des flux migratoires vers la péninsule arabique. Le Premier ministre a rappelé que les immigrés représentent près de 35% de la population nationale et que 35 000 réfugiés vivent actuellement sur le territoire. Il a également souligné que la suspension des aides du HCR depuis juin 2025 aggrave les besoins en santé publique, en accès à l'eau et en protection sociale.
Et parallèlement, le ministre de l'économie et des finances chargé des industries a également reçu hier dans son cabinet la directrice générale adjointe de l'OIM. Accompagnée de sa délégation, cette réunion a permis d'échanger, d'engager des discussions enrichissantes et sincères sur les enjeux migratoires qui touchent notre pays. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné leurs préoccupations concernant la migration irrégulière et son impact croissant sur les infrastructures socio-économiques de Djibouti. Le ministre a souligné l'importance cruciale de faire face à ces défis tout en préservant la dignité et les droits des migrants. Autre information, la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie ce lundi sous la présidence du député Chalmak Moussaare, président de la commission, pour examiner en profondeur le projet de loi finances rectificatives pour l'exercice 2025. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du ministre du Budget, accompagné de plusieurs responsables de son département. Les membres de la commission ont procédé à une analyse détaillée du cadre général du projet de loi, en portant une attention particulière aux orientations macro-budgétaires et aux objectifs de redressement et de rééquilibrage financier poursuivis par le gouvernement. Les travaux se poursuivront demain avec l'examen des crédits sectoriels et des prévisions de recettes avant la présentation du rapport général en séance plénière pour débat et adoption pour la représentation nationale. Après avoir largement contribué à la réussite de l'accord historique du sommet de Sharm el-Sheikh, le Parlement arabe poursuit son engagement en faveur de la paix et de la reconstruction dans la région. Ces travaux de la première séance législative sont tenus au siège de la Ligue arabe au Caire du 27 au 31 octobre 2025. Sous la conduite du député Ibrahim Ahmed Abdo, la délégation parlementaire djiboutienne a pris une part active aux discussions portant sur les voies menant à une paix globale et durable, la reconstruction de Gaza et la création d'un État palestinien indépendant. La délégation djiboutienne était composée des députés Abdou Kamil Mohamed, Mahmoud Hassan Farah, Ali Zaid Ahmed, ainsi que du conseiller aux affaires arabes Ali Hamdan Abdou. Santé, à présent, dans le cadre de la convention de jumelage dynamique entre l'hôpital Aziza Othmana de Tunis et le centre hospitalier universitaire de Djibouti, l'équipe de pédiatrie de l'hôpital Pelletier a organisé avec succès 2 journées de sensibilisation consacrées à l'hémophilie, une maladie génétique rare mais grave. Cet événement d'envergure s'est tenu les 28 et 29 octobre dernier en présence et avec le soutien du ministre de la Santé, une présence qui témoigne de l'engagement fort du gouvernement en faveur de l'amélioration de la prise en charge des maladies rares et du renforcement de la coopération médicale internationale. Ces journées scientifiques ont permis d'accueillir le Dr Emna Gouadier, spécialiste reconnu de l'hôpital Aziz Othmana de Tunis, dont l'intervention a été déterminante pour le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la prise en charge de l'hémophilie. Dans son intervention, le ministre de la Santé a rappelé que ces journées de sensibilisation sur l'hémophilie traduisent l'engagement continu du ministère de la Santé à renforcer la prise en charge des maladies rares dans notre pays. Nous l'écoutons. La joie qui m'anime ce matin pour cette formation sur l'hémophilie. Je sais que c'est une question qui intéresse l'hôpital, l'hémophilie. Nous avons toujours eu beaucoup de problèmes à prendre en charge les enfants atteints d'hémophilie à Djibouti. À l'époque, lorsque moi j'étais à l'hôpital Pelletier, je me rappelle qu'on prenait en charge 3 enfants qui nous posaient beaucoup de problèmes. 2 qui étaient de Djibouti et 1 qui venait du Nord. Je pense qu'avec cette collaboration entre le CHU, Pelletier et le CHU de tunisien, mais également la Fédération internationale de l'hémophilie, cette triple partenariat certainement va d'abord rehausser et renforcer la formation des médecins, surtout les médecins généralistes qui sont dans les urgences. Ce sont ceux-là d'abord la porte d'entrée, parce que les médecins, lorsqu'un enfant vient
il faut savoir d'abord quel type de troubles de coagulation il présente. Il ne faut pas oublier qu'à Djibouti, nous avons également quelques cas de thalassémie également. On a aussi quelques cas de drépanocytose également. Ce n'est pas très important, mais on a quelques cas. De faire la part de choses, même si ce n'est pas sur le plan clinique, les signes ne se rapprochent pas, mais quand même, les facteurs de coagulation, les troubles de la coagulation de manière générale, j'aurais voulu que les médecins des urgences également soient associés pour qu'ils puissent être formés. Mais moi, je ne peux que vous féliciter. D'abord, féliciter Madame Emna, docteur Emna, du CHU donc, de Tunis. Et nous avons recueilli quelques réactions des participants. Les voici. Et moi, en tant que kinésithérapeute, je vois que la kinésithérapie dans la prise en charge des hémophiles, elle est très importante. Les techniciens qui ont participé à cet atelier ont aujourd'hui assez de réactifs et de savoir-faire pour faire un dosage de facteur 8 ou de facteur 9 ou même de facteur Villebrand. Donc ceci a été effectué lors de notre visite l'année dernière. Aujourd'hui et cette année, donc l'action est essentiellement une action de sensibilisation à tout le professionnel de santé pour penser à diagnostiquer le plus tôt possible les enfants hémophiles. Il s'agit des premières journées de sensibilisation sur l'hémophilie, qui sont des journées organisées dans le cadre d'une convention de jumelage avec le centre de traitement des hémophiles de l'hôpital Aziz Ousmane de Tunis et le centre de traitement des hémophiles qui est situé au service de pédiatrie de l'hôpital général Pelletier. Donc c'est une opportunité très importante dans le sens où il y a un partage d'expertise, parce que nous avons avec nous une experte de renommée mondiale au nom de Dr Emna Goudier. Et dans l'actualité également, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a présidé ce matin à l'hôtel Sheraton la cérémonie d'ouverture de la conférence débat sur le cadre politique de l'Union africaine pour le développement durable du sport en Afrique, un événement de 2 jours placé sous le signe du partage et de la coopération continentale, organisé par la République de Djibouti à travers le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec l'Union africaine et le Conseil des sports de l'Union africaine. Cette rencontre a réuni de nombreuses personnalités nationales ainsi que des délégations venues de plusieurs pays africains membres de la zone 4. Étaient également présents des représentants d'institutions sportives, des corps armés ainsi que des directeurs des sports issus de différents États du continent. La cérémonie s'est ouverte dans une ambiance solennelle et conviviale marquée par l'exécution des hymnes nationaux de Djibouti et de l'Union africaine. Dans son mot d'ouverture, la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports a rappelé l'importance de cette conférence pour le continent tout en saluant la mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux ayant contribué à sa réussite. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence atelier organisée dans le cadre de la politique de l'Union africaine pour le développement du sport en Afrique. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Djibouti au président du comité exécutif des experts du Conseil des sports de l'Union africaine, à Madame la représentante de l'Union africaine, au directeur des sports des îles de Comores, de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda, des Seychelles, de la Somalie et du Sud-Soudan. Je vous remercie également d'avoir accepté de prendre part à cette rencontre africaine grandiose en représentant vos pays. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'engagement collectif en faveur d'un avenir sportif ambitieux, inclusif et durable pour notre continent. Ce cadre d'échange et de réflexion est une opportunité précieuse pour renforcer la coopération, partager les expériences et tracer ensemble les grandes lignes d'une politique sportive cohérente au service de notre jeunesse. Je n'oublierai pas aussi de féliciter l'ensemble du comité d'organisation du secrétariat d'État chargé des sports pour le travail professionnel accompli depuis presque 2 mois, pour l'organisation et la coordination avec les 2 institutions.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et vous souhaitons des travaux fructueux dans un esprit de collaboration et d'unité. Et le président du comité exécutif du bureau d'experts des régions du Conseil des sports de l'Union africaine, le Zambien M. Chipandé Decius, a pour sa part salué le leadership exemplaire de Djibouti, rappelant le rôle moteur du pays au niveau régional et continental, illustré notamment par la présence de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la commission de l'Union africaine. De son côté, le président du Conseil des sports de la zone 4, le Seychellois Lucas Georges, a félicité la République de Djibouti pour l'organisation exemplaire de cette rencontre et pour sa place croissante dans la dynamique sportive africaine. Intervenant au nom du ministère des Affaires étrangères, Guélédé Souamad, directeur des relations multilatérales, a salué la tenue de cette première conférence continentale à Djibouti, un symbole fort de l'engagement panafricain et du leadership affirmé du pays. Il a également souligné la vision du chef de l'État pour renforcer le rôle de l'Afrique dans la gouvernance sportive mondiale. Et dans son allocution de clôture de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a adressé ce remerciement aux représentants des pays de la zone 4 réunis ici à Djibouti. Nous l'écoutons. Nous sommes particulièrement fiers de recevoir ici, à Djibouti, les représentants des 14 pays membres de la zone 4, unis pour une même vision, pratiquer du sport un levier de cohésion, de paix et de progrès pour notre continent. Permettez-moi de rappeler qu'à la suite de la requête formulée par l'Union africaine pour l'organisation de cette importante rencontre, la République de Djibouti a aussitôt répondu favorablement, en s'engageant à assurer la prise en charge complète de l'ensemble des participants, représentants de pays membres, délégués du Conseil de sport de l'Union africaine et représentants de l'Union africaine elle-même. Cette initiative s'inscrit dans la ligne droite des valeurs fondamentales de notre nation, une terre d'accueil, de dialogue et de fraternité, toujours fidèle à son engagement pour la coopération africaine. Pour garantir la réussite de cet événement, un comité national d'organisation a été mis en place. Il travaille sans relâche depuis plus d'un mois à veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de cette rencontre régionale d'envergure. Mesdames et messieurs, le sport constitue aujourd'hui un instrument puissant de paix, de cohésion sociale et d'intégration régionale. Il rapproche les peuples, renforce les liens entre les communautés et contribue à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos populations. C'est pourquoi il est essentiel pour vous, responsables techniques et directeurs de sport de notre région, avez un rôle capital à jouer. Vous devez planifier des compétitions annuelles ou biannuelles entre nos jeunes sous l'égide du Conseil de sport de l'Union africaine dans les disciplines clés comme l'athlétisme, le sport, la natation, le tennis de table, le judo ou la pétanque. Je souhaite la bienvenue à Djibouti et me réjouis de voir réunis ici les représentants des pays de la zone 4 autour d'un même objectif, renforcer la coopération sportive africaine. Cette rencontre est une occasion unique d'échanger nos expériences, de partager nos réussites et d'identifier ensemble les domaines où des progrès restent à accomplir. Je suis convaincu que vos travaux seront constructifs et inspirants et qu'ils permettront de poser les bases d'une politique sportive africaine unifiée, inclusive et durable. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence et je déclare ouverts les travaux de la conférence de la zone 4 placée sous l'égide de l'Union africaine. Dans le reste de l'actualité, la salle d'audience du tribunal de première instance a abrité aujourd'hui une cérémonie solennelle de prestation de serment pour deux nouveaux acteurs du monde judiciaire. Mme Rahima Youssouf Dawale a prêté serment en qualité d'avocate inscrite au barreau, tandis que M. Abdillahi Mohamed Adar a été officiellement
désigné expert automobile assermenté près les tribunaux. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de Mme Numa Ali Oursame, présidente de la Cour d'appel et présidente de la Chambre civile. Avant la prestation de serment, elle a rappelé avec solennité les droits, devoirs et principes déontologiques à ses fonctions. Les récipiendaires ont ensuite prononcé leur serment, marquant ainsi leur engagement à exercer leur mission avec intégrité, rigueur et indépendance. Familles, amis et proches étaient nombreux à assister à cet instant empreint de dignité et d'émotion. Parmi les invités figuraient M. Ilyas Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, et M. Youssouf Moussa Douale, président de la Chambre de commerce, tous deux frères de la nouvelle avocate. Cette cérémonie marque une étape importante dans la carrière de ces deux nouveaux professionnels appelés à contribuer au bon fonctionnement et à la crédibilité de la justice djiboutienne. Social à présent, $1000 pour 1000 filles djiboutiennes, une initiative pour l'autonomisation des femmes. Dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et de prévention de la violence basée sur le genre, le ministère de la Femme et de la Famille, avec le soutien du Fonds japonais de développement social et l'appui technique de la Banque mondiale, a lancé une initiative innovante, $1000 pour 1000 filles djiboutiennes. Ce projet pilote a pour objectif de renforcer la résilience économique et sociale des femmes et des jeunes filles à Djibouti-Ville, tout en contribuant à la prévention des violences basées sur le genre et à la promotion de l'inclusion économique. Grâce à ce programme, 1000 jeunes filles ont chacune reçu un appui financier de $1000 destiné à créer ou développer une activité génératrice de revenus durable. Jeunes filles qui vont bénéficier de $1000. Donc grâce à l'appui du ministère de la Femme et Famille, c'est un projet financé par le Japon en collaboration avec la Banque mondiale. Et nous remercions le ministère de la Famille d'avoir choisi la CEPEC pour permettre à ces jeunes filles de se bancariser. Aujourd'hui, ces 1000 jeunes filles ont tous un compte à la CEPEC, elles peuvent épargner et demain bénéficier des crédits chez nous. Donc la CEPEC, elle est là pour les accompagner et surtout dans le cadre de l'éducation financière. Donc on leur apprend comment épargner et demain comment bénéficier de microcrédits pour qu'ils puissent renforcer leur activité et sortir de la pauvreté. Écoutons à présent le mot du conseiller technique de la ministre de la Femme et de la Famille. C'est un projet de lutte contre les violences basées sur le genre qui est mis en place par le ministère de la Famille grâce à un don du gouvernement japonais et qui est administré par la Banque mondiale. Ce projet cible 1000 jeunes filles, quand même c'est un chiffre très important, que nous avons formées d'abord en entrepreneuriat. Et ensuite, nous les avons accompagnées pour mettre en place un projet de micro-entreprise ou bien d'activité génératrice de revenus. Ces 1000 jeunes filles vont avoir ensemble un investissement très important de $1 million, soit 177 millions de francs Djibouti, qui seront directement injectés dans les communes de Boulaous et de Balbala dans un laps de temps très court de à peu près 7 mois. Donc là, ça, on l'a fait en collaboration avec la CEPEC, qui est un partenaire très important, puisque la CEPEC a permis quand même d'inclure les personnes vulnérables dans les systèmes financiers. Maintenant, elles ont un compte, elles peuvent épargner et elles peuvent plus tard avoir accès à toutes les opportunités que peut offrir la CEPEC pour renforcer leur activité. Elles peuvent avoir des crédits. Et dans l'actualité également, le projet phare mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, avec l'appui de la Banque mondiale officiellement lancé hier, a laissé bien son assistance technique régionale, une étape clé dans l'opérationnalisation de ce projet sur le terrain. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du président du conseil régional d'Ali Sabiye, Chelmak Hassan Lal, en présence du coordinateur adjoint de l'unité de gestion du projet et directeur technique du projet phare, Abdelkader Isse Ali, ainsi que du chef de mission du consortium Microfinanza Captec. De nombreux producteurs, éleveurs, entrepreneurs et représentants institutionnels ont également pris part à l'événement. Ce lancement régional illustre la volonté du gouvernement de faire du développement agricole un levier de croissance inclusive et durable. Dans son mot de bienvenue, le président du conseil régional a rappelé l'importance du projet, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture.
communément appelé phare, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, s'inscrit pleinement dans la vision Djibouti 2035 et dans les programmes ici, inclusion, connectivité et institutions. Son objectif est à la fois clair et ambitieux. Renforcer la compétitivité et la résilience des filières agroalimentaires, moderniser les pratiques agricoles et promouvoir une économie rurale durable et inclusive. Pour y parvenir, les projets phares agissent sur plusieurs leviers essentiels. La diversification des productions agricoles pour réduire notre dépendance alimentaire, la promotion des investissements durables afin de stimuler la productivité et l'innovation, et la création d'emplois ruraux, notamment pour les jeunes et les femmes. Mais au-delà des chiffres et des indicateurs, les phares portent une vision, celle d'une agriculture djiboutienne moderne, rentable et résiliente, qui conjugue savoir-faire local et innovation technologique, respect des traditions et exigences du marché. Mesdames et messieurs, chers invités, pour atteindre ces objectifs ambitieux, les projets s'appuient sur un consortium d'assistance technique composé des microfinanciers et Captec. Leur mission est au cœur des dispositifs du phare, renforcer les capacités locales à travers des formations adaptées aux réalités des producteurs, faciliter l'accès au financement en accompagnant les porteurs des projets dans la préparation de leur plan d'affaires, assurer un accompagnement technique et managérial des investissements agricoles dans toutes les régions du pays. Écoutons à présent un extrait du discours du président du Conseil régional d'Ali Sabié. Avec un réel plaisir et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue dans la région d'Ali Sabié à l'occasion de cet atelier régional de lancement officiel de l'assistance technique du projet Appui aux filières agricoles résilientes phare. Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir l'équipe du projet phare ainsi que les représentants du consortium Microfinanza Captec ont fait le déplacement pour marquer cette étape importante dans la mise en œuvre du projet. Ces projets visent à renforcer la compétitivité et la résilience des filières agroalimentaires de notre pays. Il répond à un besoin fondamental, permettre à nos producteurs de mieux faire face aux aléas climatiques tout en améliorant durablement la sécurité alimentaire, la création des emplois ruraux. La région d'Ali Sabié, avec ses potentialités agricoles, pastorales, humaines, est pleinement concernée par cette démarche. Le lancement ici même de l'assistance technique témoigne de la volonté du gouvernement et de ses partenaires à rapprocher l'action du terrain au plus près des bénéficiaires. Et en Afghanistan, je vais l'annoncer en titre, un fort tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé la nuit dernière le nord du pays. Selon un bilan provisoire des autorités, plus de 20 personnes ont perdu la vie et environ 300 autres ont été blessés dans les provinces de Balkh et de Samangan. Ce nouveau séisme survient à peine 2 mois après le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.